Connaissance. Recherche. Sciences. Des mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. On va donc reprendre cette série de cours. Après mon cours, il y aura donc une conférence de Michel Campillo sur l'imagerie sismique nouvelle. On verra comment les bruits de la Terre peuvent être exploités de façon extrêmement astucieuse pour faire des images. Et Michel est un petit peu le précurseur de cette technique en sismologie et il vous racontera beaucoup de belles choses. Alors, moi, je vais revenir sur des choses de base, sur le retournement temporel, des choses dont j'ai parlé un tout petit peu dans certains cours, mais rapidement, sur est-ce que le retournement temporel, est-ce que c'est vraiment le mieux pour focaliser une onde? Est-ce que c'est le filtre inverse idéal de la propagation? Est-ce que ça compense tous les effets? Et je vous montrerai que, évidemment, ce n'est pas toujours le mieux, le retournement temporel, parce qu'un très bon retournement temporel, ça focalise très bien uniquement quand il n'y a pas de perte, pas de dissipation, et uniquement aussi quand la cavité ou le miroir à retournement temporel est bien échantillonné. Et je vais vous montrer comment, lorsque dans certaines conditions, le retournement temporel ne marche pas bien, lorsque les fronts d'onde spatio-temporels que donne le retournement temporel pour focaliser spatio-temporellement dans un milieu ne sont pas parfaits, bien, comment on peut essayer d'améliorer les fronts d'onde et comment d'autres techniques, comme ce qu'on appelle les filtres inverses spatio-temporels, peuvent fonctionner. Et tout ça vous montrera comment le retournement temporel est lié à la notion de corrélation spatiale des champs. Et on reviendra à la fin de mon exposé sur une introduction de ce dont Michel Campillo va parler. C'est comment cette imagerie de corrélation auquel amène le retournement temporel, comment cette imagerie peut marcher en exploitant non pas des signaux déterministes qui partent d'émetteurs et de récepteurs, mais des bruits. Et vous verrez donc un petit peu cet exposé. Alors, je vais commencer par un petit rappel, et je reviens sur ce concept. Est-ce que le retournement temporel, c'est un filtre adapté ou un filtre inverse? Et je vais expliquer ce que je veux dire par là. Alors, vous vous rappelez, on avait tous vu le concept de cavité à retournement temporel. Si on veut vraiment reconstruire le champ qui vient d'une source, il faut théoriquement, sur 4 pistes radians, mettre des petites antennes. Et théoriquement, il faut mesurer ce qui vient de la source, mais il ne faut pas mesurer uniquement le champ de pression, mais il faudrait, si on veut être parfaitement rigoureux, mesurer à la fois le champ de pression et les dérivées normales du champ de pression. Et si on avait donc 2 familles de microphones autour du milieu, des microphones que je peux appeler des monopôles qui mesurent la pression ou des microphones que je peux appeler des dipôles qui mesurent la dérivée normale de la pression, c'est-à-dire la vitesse, quelque part, est-ce que si j'avais ces 2 familles et si je retournais temporellement les signaux des 2 familles, théoriquement, ça focalise très bien. Alors évidemment, jamais on utilise 2 familles de microphones, on n'en utilise qu'une seule. Et on utilise habituellement, on ne mesure que la pression, ça suffit bien. Pourquoi? Parce que si on se met suffisamment loin des sources et des hétérogénéités, eh bien, localement, les dérivées normales peuvent s'assimiler à la pression que multiplie un petit facteur correctif. Et on verra que le retournement temporel en champ lointain ne nécessite pas de mesurer pression et dérivée normale, mais un des 2 suffit. Et par contre, si on veut faire du retournement temporel en champ proche, c'est-à-dire si on veut mettre des transducteurs dans le champ proche de la source, c'est-à-dire à moins d'une longueur d'onde, alors si on veut faire un vrai retournement temporel, il faudrait mesurer pression et dérivée normale de la pression. Je reviendrai là-dessus. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vous rappelle aussi la chose essentielle du retournement temporel, c'est que quand on avait mesuré le champ sur une cavité à 2 dimensions qui entoure un milieu et quand on retourne le champ, et si on raisonne sur un champ pulsé, quand on mesure le champ qui vient par exemple d'une source impulsionnelle, ça peut être la fonction de Green dite retardée, eh bien, si on retourne temporellement le champ, on ne crée pas que le point focal, mais on crée l'onde qui converge, suivie par une onde qui diverge. Et je vous avais expliqué que ça, c'était quelque chose d'essentiel, qui fait qu'on crée
en faisant un retournement temporel, la fonction de Green avancée, c'est-à-dire l'onde convergente, idéale, qui donnerait de la super résolution, mais elle est suivie par une onde divergente, parce que la conservation de l'énergie fait qu'il y a un collapse du front d'onde et elle repart avec un signe moins. Et je vous avais expliqué pourquoi il y avait un signe moins dans mon cours. Ça devait être le deuxième cours ou le troisième cours. Et cette formule, ça c'était pour une onde en milieu homogène, une onde infiniment brève, mais cette formule est générale. Quelle que soit la complexité du milieu qu'on a entre le point source R0 par exemple et des antennes d'un miroir à retournement temporel, lorsqu'on fait une manip de retournement temporel, si on mesure bien le champ P et la dérivée normale du champ, c'est-à-dire si on mesure la dérivée normale de la fonction de Green et la fonction de Green du point R0, et si on retourne temporellement, ça revient. Et ce qu'on avait démontré, je vous l'avais démontré d'ailleurs en 4 coups de cuillère à peau en utilisant le principe de superposition, c'est que le champ retourné temporel vous donnait la différence entre la fonction de Green avancée moins la fonction de Green retardée. Bon, et ça c'était similaire de ma petite manip où je vous montrais une onde rentrante et une onde sortante. Je parle de ça, pourquoi ? Parce que dans le topo que vous allez avoir sur les corrélations du champ, et dans la fin de mon topo, je vous montrerai que quand on corrèle les bruits qu'on mesure en 2 points R0 et R, qui viennent de tout un milieu, eh bien, à travers les mesures de corrélation, on peut retrouver la fonction de Green entre R et R0, mais on ne retrouve pas la fonction de Green toute seule, on retrouve la fonction de Green avancée moins la fonction de Green retardée. Et après, si on veut faire de l'imagerie, il faut faire des astuces dont vous parlera Michel Campillo. Alors, cette formule, c'était la formule temporelle qui vous disait qu'une manip de retournement temporel d'un point R0 qui envoie sa petite fonction de Green qui est retournée donne ça. Et on pouvait aussi écrire cette formule en régime monochromatique si il n'y a qu'une seule fréquence dans le spectre qu'on émet, eh bien on peut remplacer la fonction de Green spatio-temporelle par la fonction de Green monochromatique, et on a une formule identique, les convolutions sont remplacées par des produits, et on a cette fameuse formule qui vous donnait la limite de la tâche focale lorsqu'on fait un retournement temporel parfait à partir du bord de la cavité. Alors, juste une chose, ces deux formules qui sont identiques à une transformée de Fourier temporelle près ne sont valables que si on a un milieu sans dissipation. Si, au lieu d'avoir l'équation des ondes qui ne contient que des dérivées secondes par rapport au temps, il y avait aussi de la dissipation, c'est-à-dire par exemple quelque chose qui vient de la viscosité de Navier-Stokes, dans l'équation des ondes, on n'aurait pas qu'une dérivée seconde par rapport au temps, on aurait une dérivée première, et cette formule ne serait plus juste. On trouverait que le champ retourné temporel, c'est ces deux fonctions plus une intégrale triple de quelque chose qui vient de tout le milieu. C'est-à-dire que si on faisait un retournement temporel en milieu dissipatif, retourner temporellement juste la fonction de Green et sa dérivée normale ne suffirait pas à recréer la différence de ces deux fonctions, mais il y aurait une troisième fonction qui s'étalerait dans tout l'espace, qui serait due au fait que la dissipation fait perdre de l'information. Et donc, on peut trouver cette formulation, je ne vous l'ai pas écrite là, mais c'est juste pour vous dire que le retournement temporel ne serait pas la meilleure façon de focaliser en milieu dissipatif. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors maintenant, c'est toujours la même formule, j'ai mis la formule monochromatique, mais là, je reviens maintenant sur les approximations. Si vous êtes en champ lointain, c'est-à-dire si par rapport au point R0 source et au point R d'observation, vos capteurs sont mis très loin de R0 et de R, si vous avez le droit de faire une approximation paraxiale, alors cette fameuse dérivée normale, je l'avais déjà dit, mais la dérivée normale de la fonction de Green venant du point R0 arrivant au point R', cette dérivée normale dépend du cosinus de l'angle que vous avez entre R0 et R' et avec ici le vecteur normal au point R'. Il y a cet angle, mais si vous êtes très loin, là ici on est près, donc le cosinus θ est très important, mais si vous êtes très loin, le cosinus disparaît, vaut 1. Et si on est dans ce cas-là, la dérivée normale peut s'écrire tout simplement jk fois g, où k c'est le vecteur d'onde pour l'onde à la fréquence à laquelle on travaille. Et si vous êtes dans ce cas-là, au lieu d'avoir à mesurer... vous avez la dérivée normale qui apparaît ici, ça c'est le terme qu'on retourne temporellement, c'est la dérivée normale conjuguée, et ça c'est la dérivée normale qui apparaît lorsqu'on émet ici le terme G star. Il y a toujours cet équilibre dans l'équation intégrale. Eh bien, ces deux dérivées normales, elles deviennent tout simplement des G à J près, et
le champ ne s'écrit maintenant que comme une intégrale de surface de G star que multiplie G. Et cette fois-ci, je n'ai plus besoin d'avoir mesuré de dérivée normale. C'est-à-dire que si je suis loin, finalement, mesurer la dérivée normale ou mesurer le champ, c'est la même chose à Jk près. Et ce Jk m'introduit un J oméga sur C. Ça, c'est quand je suis en monochromatique. Et maintenant, quand je repasse en temporel, à large spectre, eh bien, ce J oméga entraîne que le champ de pression retourné temporellement, quand je le mesure au point R, alors qu'il venait au départ du point R0, eh bien, il y aura une dérivée temporelle qui va apparaître, et ici, j'aurai une intégrale seconde sur toute la surface de toutes les fonctions de Green entre le point R0 et tous les points R', et entre tous les points R, et entre le point R d'observation et tous les points R'. Et j'ai un produit de convolution, et ici, ce produit de convolution, comme j'ai un moins t, ça veut dire que c'est une intercorrélation entre ces deux fonctions de Green. Et donc, le champ s'écrit comme ça. Alors maintenant, ça, c'était dans le cas où j'ai une intégrale lisse. Mais maintenant, si je discrétise la surface, mon intégrale de surface va être remplacée par une somme, et je vais avoir une somme sur tous les points de la surface des fonctions de Green entre tous les points RI de la surface et les points R0, qui est le point d'émission, et le point R d'observation. Et j'ai ce produit de convolution qui apparaît là. Alors, quand j'ai cette formule, si j'ai mis assez de petits points rouges, c'est-à-dire si j'ai échantillonné spatialement suffisamment mon champ émis par R0, eh bien, bon, alors ça, c'est la même formule. Hein. J'ai ici juste exploité la réciprocité spatiale pour remplacer R0 RI par RI R0. Mais si j'ai ça, eh bien, j'ai une formule universelle et super importante. J'ai une formule qui me dit que la somme de toutes les fonctions de Green entre tous les points RI de la surface, quelle que soit sa forme, et le point R0 et le point R, cette somme ici des intercorrélations des fonctions de Green, c'est par définition la fonction de Green entre le point R0 et le point R, c'est la fonction de Green avancée moins la fonction de Green retardée. Et ça, c'est la clé de toute l'imagerie par corrélation des bruits sismiques que vous présentera tout à l'heure Michel Campillo. Et je reviendrai là-dessus encore tout à l'heure. Alors maintenant, quand j'ai dit ça, vous remarquez que le champ retourné temporellement, c'est une somme de produits de convolution de fonctions de Green par les retournées temporelles des fonctions de Green. Ça, ce que j'ai raconté, je vous avais aussi démontré que je n'ai pas besoin de mettre des transducteurs sur toute la surface. Si je rajoutais des conditions aux limites réverbérantes, même si je n'ai pas beaucoup de transducteurs, mais si j'ai des bonnes conditions réverbérantes, eh bien, la manip marche aussi bien, au lieu d'avoir besoin d'une intégrale de surface fermée, où seuls certains points suffisent. Et mon problème, c'est de voir combien il faut de points pour que cette manip marche de façon efficace, pour qu'elle me redonne bien les différences entre la fonction de Green avancée et la fonction de Green retardée, quand je suis en milieu clos. Et je vous avais montré une belle manip aussi, celle du guide d'onde, quand j'ai deux parois, c'était une manip qu'on avait fait avec Philippe Roux, quand j'ai deux parois, une source qui émet un clic, même si je n'ai que des transducteurs sur la hauteur de ce guide d'onde, je peux obtenir une focalisation parfaite, parce que si j'émets de ce point, si je capte tous les signaux qui sont là, c'est des signaux qui durent très longtemps dans le temps, parce qu'il y a tous les chemins directs plus les chemins réverbérants qui occupent du temps. Et quand je retourne tous ces temps, quand je renvoie ça, on avait vu que ça refocalisait au point S, et on avait vu que dans cette manip assez superbe, quand vous rémettez ici ce code très long spatio-temporel, eh bien, vous retrouvez ici un Dirac, ou quasiment un Dirac, un pic compressé temporellement de façon parfaite, comme si tous les effets de la réverbération avaient été mangés, et que le retournement temporel se comportait en fait comme un filtre inverse à la propagation, puisqu'il vous permettait de retrouver ici quasiment un Dirac. En fait, ce qu'on retrouve, ce n'est pas un Dirac, c'est comme on a un spectre, il y a le spectre qui est, et en plus on a une dérivée première par rapport à ce Dirac. Mais je ne reviendrai pas là-dessus tout de suite. Alors, là, on avait une très belle tâche focale. Alors, tout ça, ça amenait à se dire quelle est la connexion entre retournement temporel et la théorie du signal. Le retournement temporel, c'est un concept de physique. La théorie du signal fait abstraction de la physique sous-jacente. Elle parle de petites boîtes noires d'entrée et de sortie. Et vous savez tous que quand vous avez une boîte noire ici, qui est, par exemple, dans le domaine temporel, qui est linéaire et invariante par translation du temps, si vous appliquez sur cette boîte noire une entrée qui est un Dirac, cette boîte vous donne un signal de sortie qu'on appelle la réponse impulsionnelle de la boîte.
Et maintenant, vous savez que quand vous avez une boîte, si vous appliquez une fonction d'entrée E de t, la boîte vous donne à la sortie une fonction de sortie S de t, qui est le produit de convolution de E de t par la réponse impulsionnelle H de t. Ça, c'est universel dans la théorie des boîtes noires. Et ici, si vous vous posez la question, quel est le signal d'entrée le plus astucieux à mettre à l'entrée de ma boîte qui a une réponse H de t, pour obtenir, quand je connais l'énergie que je mets, le pic le plus élevé à la sortie, eh bien, il y a ce qui s'appelle la théorie du filtre adapté qui vous dit que si vous mettez à l'entrée de votre boîte la fonction h de moins t, à la sortie, vous aurez h de t convolué par h de moins t. Et ça, c'est une fonction qui est symétrique autour du temps t égale 0. Et cette fonction a la propriété suivante. H de moins t, c'est la fonction d'entrée E de t la plus efficace quand vous connaissez l'énergie que vous allez entrer dans votre système pour obtenir le pic le plus élevé à un temps t égale 0 à la sortie. C'est ça un filtre adapté. Et vous allez voir l'intérêt de raconter ça, c'est que quand vous faites du retournement temporel, même si vous êtes dans un milieu qui n'est pas, où il y a de la dissipation, c'est-à-dire un milieu qui n'est plus invariant par renversement du temps, le retournement temporel fait quand même un filtre adapté. Ce n'est pas un filtre inverse, mais même s'il y a de la dissipation, le retournement temporel est extrêmement efficace. Et c'est important de le comprendre parce que sinon, jamais le retournement temporel n'aurait marché dans la vraie vie, parce qu'il y a toujours un peu de dissipation. Et je reviendrai là-dessus. Et là, l'exploitation qu'on pouvait faire de ce théorème, c'était de dire, si j'avais un guide d'onde, si j'émettais du point S un signal et que je reçois au point A un signal que j'appelle H de t, quand je retourne temporellement H de t, je renvoie H de grand t moins petit t parce que j'attends un certain temps. Quand je retourne ce signal, que je le renvoie, le signal qui revient en S, qu'est-ce que c'est? Puisque j'ai réciprocité, la fonction de Green entre S et A est la même que la fonction de Green entre A et S. Donc ce que j'aurai ici, ce sera H de grand t moins petit t, convolué une deuxième fois par H de t. Et ça, c'est le même langage que le filtre inverse, sauf qu'au lieu d'être centré en t égale 0, maintenant c'est centré en t égale grand t, qui est le temps qu'il a fallu pour digérer mon signal avant de le réémettre. Et vous voyez donc une expérience de retournement temporel où il y a juste un transducteur qui retourne le temps, vous donne un filtre adapté, ça veut dire que ça va vous donner un pic au temps grand t qui sera le maximum qu'on puisse espérer pour l'énergie qu'on a émise ici avec notre émetteur, mais quand on ne fait qu'un retournement temporel avec un transducteur, on peut avoir des lobes. Ce que garantit un filtre adapté, c'est uniquement qu'on a le max, on a le pic le plus élevé pour l'énergie qu'on a donnée, mais ça ne garantit rien sur le niveau des lobes qui est là. Or, je vous avais montré que quand je n'ai pas un transducteur au fond du guide, mais quand j'en ai 64, ou je ne sais plus combien j'en avais là, quand je retourne temporellement tous ces transducteurs, leurs signaux, chacun me redonne au point S un signal qui a un max au temps t égale grand t, chacun a des lobes autour, mais comme tous ces petits signaux arrivent ensemble, quand tous mes signaux ont de façon synchrone fait le retournement temporel, eh bien quand j'additionne tout ça, tous ces lobes temporels disparaissent à un moment donné, et s'ils ont bien disparu, je retrouve mon pic initial, ma distribution de Dirac. En fait, ce n'est pas une distribution de Dirac, comme je vous ai dit, parce que j'ai une bande passante. Et en fait, ce que je vous montrais là, c'était que dans la manip du guide d'onde bien échantillonné, en fait, c'était 128 transducteurs que Philippe Roux avait mis dans la hauteur du guide. Avec 128 transducteurs, j'avais toute l'information qu'il fallait pour que ce retournement temporel, qui est un filtre adapté, la somme de tous les filtres adaptés me donne le filtre inverse à la propagation, puisqu'il me rattrape tout et il me redonne un pic parfait au point initial. En fait, ce n'est pas le pic, c'est en vérité la dérivée temporelle. Si vous vous rappelez bien, il y avait une dérivée temporelle à rajouter. Mais ça, ce serait le super retournement temporel. Dans la vraie vie, on ne vit pas toujours dans un guide d'onde. Et dans la vraie vie, on peut avoir par exemple un aberrateur un petit peu pourri ici entre une source et un miroir à hautement temporel. Et on se pose la question, et cet aberrateur peut en même temps dissiper de l'énergie. Il peut transformer une partie de l'énergie en chaleur. Et le nombre de transducteurs qu'on a n'est pas toujours très grand. On peut avoir non pas un transducteur toutes les demi-longueurs d'onde, mais un transducteur toutes les 4 ou 5 longueurs d'onde. Et on se pose la question comment la manip de retournement temporel va marcher. Comme je vous l'ai dit, le retournement temporel est un filtre adapté. Il est adapté à toutes les réponses impulsionnelles entre le point d'émission R et tous les transducteurs. Et c'est la somme de tous ces filtres adaptés que vous avez là.
Et cette somme ne vous garantit pas toujours que la focalisation est belle. Vous aurez toujours le pic maximum au temps de collapse. Là, il est le plus beau, le pic, mais les lobes temporels et les lobes spatiaux, vous ne pouvez rien en dire. Ils peuvent être énormes quand vous avez un milieu où il y a de la dissipation. Et pour mieux comprendre ça, il y a une théorie très utile qui est la théorie de la matrice de transfert en transmission. Vous vous rappelez, je vous avais démontré ce qu'était la matrice K. Quand vous faisiez de l'émission-réception avec des tas de petits transducteurs qui émettent et qui reçoivent, on pouvait définir une matrice K qui reliait chaque élément émetteur et chaque récepteur. Mais ils étaient sur le même plan, c'était en échographie. Maintenant, quand vous avez un milieu, ici j'ai mis un guide d'onde, mais on n'est pas obligé d'avoir un guide d'onde, on peut avoir juste des aberrateurs. Et quand vous avez deux réseaux de transducteurs face à face, qui ont n éléments chacun, vous pouvez définir, en faisant émettre chacun des éléments J, un signal, EJ de t, vous pouvez regarder le signal FM de t que vous aurez. Et vous pouvez définir des réponses impulsionnelles entre tous ces points. Et vous avez donc une matrice de réponses impulsionnelles. Et vous avez un formalisme très standard qui vous dit que les signaux qu'on reçoit dans ce plan, qui sera le plan focal tout à l'heure, sont tous les signaux que vous avez émis dans ce plan, convolués tous, puisqu'on est en temporel, par les HMJ de t. Et ces HMJ de t, c'est une matrice donc de réponses impulsionnelles. Maintenant, vous pouvez passer de cette écriture qui est temporelle, qui associe le vecteur d'émission ici, qui a n éléments au vecteur de réception, à une écriture dans le domaine fréquentiel. À une fréquence, on va prendre la transformée de Fourier des signaux qu'on a émis, la transformée de Fourier des signaux ceux qu'on a émis, c'est plutôt les EJ, ceux qu'on reçoit, c'est les FM, et on va prendre la transformée de Fourier des fonctions de transfert. Et cette transformée de Fourier, ici, c'est le grand H de oméga. Ce grand H de oméga, c'est une matrice n par n, c'est une matrice de nombres complexes qui associe le vecteur d'émission E de oméga, qui a n éléments, au vecteur de réception f de oméga. Et quel est votre idéal dans la vie si vous voulez apprendre à focaliser de façon parfaite ici, en trouvant les signaux à émettre ici pour focaliser de façon parfaite? C'est de vous donner un but, et le but, ça va être quelle va être la tête de mon f de oméga. J'ai envie de créer un f de oméga qui n'est piqué que sur le point M et qui vaut 0 ailleurs. Ça, ce serait une focalisation très bonne, juste au point... Et si j'ai ça, je dois trouver les signaux E de oméga à émettre, et pour ça, il faut que j'apprenne à faire la fonction inverse de H de oméga. Je dois inverser H de oméga. Et je dois fabriquer l'opérateur H-1 de oméga, qui est le filtre inverse de la propagation. Ça, c'est le langage des filtres, filtre inverse de la propagation. Alors, le problème, c'est quelle doit être la propriété de l'opérateur H pour me garantir que quand je fais un retournement temporel, il me donne quelque chose d'optimal, c'est-à-dire qu'il me refocalise aussi bien que si j'avais un filtre inverse. Et là, c'est intéressant, c'est le petit dessin que je fais là qui est très important de comprendre. L'opérateur H qui vous relie le réseau d'émission au réseau de réception et qui va dépendre des hétérogénéités du milieu qu'il y a là-dedans et des conditions limites. Ça peut être un milieu très compliqué, il peut être dissipatif, pas dissipatif, ce que vous voulez, hétérogène. Si vous émettez le vecteur E, je passe en raisonnement à une fréquence, vous passez à travers la matrice H. Donc ici, vous recevez HE. Maintenant, si vous retournez temporellement ce signal, ça va vous donner, puisque je suis en régime monochromatique, c'est la conjugaison de HE. Ça vous donne H conjugué, E conjugué. Et maintenant, si vous réémettez ça dans ce sens, quand vous repassez en marche arrière, vous repassez par l'opérateur H transpose. Si vous avez une matrice carrée, comme il y a réciprocité, H transpose est égal à H. Mais ici, on n'est pas obligé de le dire. Vous repassez par TH. Donc, qu'est-ce qui revient ici? Ce qui revient ici, c'est le produit de TH par H conjugué, E conjugué, qui est là. Et maintenant, quand vous avez ça, si vous rajoutez encore une opération de retournement temporel, vous fabriquez l'opérateur TH conjugué, qui est H adjoint, que multiplie H. Et il vous donne E à nouveau. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que si vous voulez avoir eu une opération de retournement temporel qui est parfaite, qui vous redonne exactement le vecteur E que vous avez émis, c'est-à-dire un retournement temporel parfait, il faut que H adjoint que multiplie H soit l'opérateur identité. Pour avoir H adjoint TH conjugué H adjoint par H égale l'opérateur identité, eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que H adjoint soit égal à H-1. C'est la définition de l'inverse de l'opérateur. Et
eh bien, ça veut dire qu'il faut que H soit un opérateur unitaire à chaque fréquence. Si vous voulez que votre opération de retournement temporel soit une opération parfaite, eh bien, il faut que l'opérateur H entre le plan d'émission et le plan de réception soit un opérateur unitaire. S'il ne l'est pas, le retournement temporel aura des faiblesses. Et à vous de mesurer ces faiblesses. Et on verra ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux que le retournement temporel quand le H adjoint est très différent de H-1? Oui, on peut faire mieux, on peut faire ce qui s'appelle un filtre inverse. Si vous avez pris votre temps, non pas de mesurer que le signal qui vient de ce point que vous captez là et que vous retournez, mais si vous avez pris le temps de mesurer toutes les réponses croisées, et pour ça il faut faire beaucoup de tirs, vous pouvez, une fois que vous connaissez la matrice H, apprendre à l'inverser pour fabriquer H-1 et apprendre à trouver les signaux E de oméga à émettre pour focaliser très bien. Et vous pouvez faire ça, mais le problème, c'est que H, généralement, n'est pas une matrice inversible. Et donc, pour inverser cette matrice H, elle est facilement inversible dans certains cas, mais pour l'inverser, il faut faire ce qui s'appelle une SVD de la matrice H. Et je vais parler du sens physique de cette matrice. Parce que si vous êtes capable de trouver le H-1 parfait, vous pourrez trouver exactement les signaux à émettre à chaque fréquence oméga, puis après vous pourrez sommer sur toutes les fréquences et trouver exactement la forme d'onde spatio-temporelle à émettre pour focaliser ici spatialement et temporellement. Donc la focalisation idéale que vous voulez avoir. Même si le milieu a des pertes. Et ici, je mettais un aberrateur qui déforme les signaux, mais qui a une zone en plus qui absorbe l'énergie, qui fait qu'il y a des pertes que le retournement temporel ne peut pas rattraper. Le problème, c'est comment inverser H. Et ça, c'est une étude que Michael Tanter a fait de façon superbe pendant la fin de sa thèse et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses entre la théorie du retournement temporel et la théorie des filtres inverses. Et là, l'idée est la suivante. L'opérateur H qui relie le plan d'émission et le plan de réception à travers toute la complexité du milieu, on peut toujours, bon, c'est une matrice carrée, si j'ai mis autant d'éléments des deux côtés, mais on peut toujours faire une SVD de cette matrice. C'est-à-dire qu'on peut avoir une partie diagonale au centre, et on a deux matrices unitaires de part et d'autre qui contiennent des vecteurs colonnes ou des vecteurs lignes qui vous donnent ce qu'on appelle les vecteurs singuliers de votre matrice. Et en fait, quand vous regardez, vous avez une matrice qui contient n par n éléments. N, c'est le nombre d'éléments de votre barrette de chaque côté. Et en fait, quand vous regardez la diagonalisation de cette matrice, vous avez un certain nombre de valeurs propres que vous pouvez classer depuis la plus forte jusqu'à la plus faible. Et ce nombre de valeurs propres, en fait, il n'y en a qu'un certain nombre qui sont significatives. Au-delà d'une certaine valeur, les valeurs propres, c'est du bruit. Et donc, c'est à vous d'apprendre, en regardant cette matrice, le nombre de valeurs propres et donc de vecteurs propres singuliers de poids important. Et si vous coupez votre matrice à la bonne dimension pour ne pas traîner vos valeurs propres de bruit, alors vous pouvez très facilement inverser votre matrice diagonale. Vous mettez juste des -1 ici. Et là, vous fabriquez votre opérateur H-1, qui est le vrai filtre inverse. Et quand vous faites ça, c'est intéressant de comprendre quel est le sens physique de ces valeurs singulières et comprendre combien il y a de valeurs singulières. Quel est le nombre de valeurs singulières significatives dans cette matrice de passage quand j'ai deux réseaux de transducteurs face à face qui se causent entre eux. Et bien pour ça, il faut revenir au sens physique d'un vecteur singulier. Un vecteur singulier, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous ai expliqué que quand j'émettais E, je recevais HE. Quand je retournais temporellement, j'envoyais H conjugué E. Ça repassait, j'obtenais ça. Ça, c'était quand je fais une opération de retournement temporel ici, ça me donne ça. Et si je fais une deuxième opération, je retrouve ça. Vous pouvez vous poser la question, quels sont les invariants de cette opération? C'est-à-dire, quelles sont les formes E dans le cas général où H adjoint H n'est pas égal à l'identité, combien j'ai d'invariants et quelles sont les formes à émettre pour que quand elles cognent, quand elles arrivent là, quand je les retourne, quand elles reviennent et quand je les retourne, elles me redonnent les mêmes formes. Ce sont certaines formes qui sont invariantes. Ce n'est pas l'émission par un point que je vais retrouver parfaitement, mais c'est des formes. J'ai combien d'invariants? Et pour ça, il suffit de se rappeler que quand vous avez une matrice H sur laquelle vous avez fait sa décomposition en valeurs singulières et que vous avez trouvé ce qui s'appelle les valeurs singulières, les lambda i,
vous avez d'une part la matrice unitaire U et d'autre part la matrice unitaire V, et vous avez une propriété d'un vecteur singulier. Le vecteur singulier VI est tel que HVI donne lambda I, non pas VI, mais lambda I UI. C'est ça la relation qu'il y a. Et quand votre matrice H, ici, est égale à sa transpose, en fait, quand vous faites la SVD, U est égal à V conjugué, c'est-à-dire quand vous écrivez le U qui est là et le V conjugué qui est là, si en plus vous avez la propriété de H égale à sa transpose, alors vous avez ça. Et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez qu'un vecteur dit singulier est un vecteur tel que quand il est émis par cette barrette, quand il est perçu ici, H fois VI est égal non pas à lambda I VI, mais à lambda I V conjugué. Et ça veut dire, vous émettez une forme, une certaine courbure, et ici vous retrouvez la courbure inversée. Quand vous retournez temporellement une fois cette courbure, quand vous la conjuguez, comme vous avez la même opération dans l'autre sens, parce que vous êtes vecteur propre singulier dans les deux sens, alors les deux courbures se compensent, et vous retrouvez ici lambda I carré, VI carré. C'est-à-dire, vous retrouvez que les vecteurs propres de l'opérateur complet de retournement temporel, c'est la même chose que les valeurs, que les vecteurs singuliers de l'opérateur juste de transfert dans une direction H. Et ça, c'est important. Ça vous dit que le sens d'un vecteur singulier, c'est que quand vous les mettez, ce qu'on reçoit de l'autre côté, c'est la même chose, mais conjugué, c'est-à-dire avec la courbure dans l'autre sens. Et donc, si vous posez la question combien vous avez de vecteurs singuliers que vous êtes capable d'émettre d'une barrette qui a une hauteur d jusqu'à une autre barrette de hauteur d avec une distance f entre les deux, et si vous travaillez à une longueur d'onde lambda, combien j'ai de valeurs singulières, combien j'ai de vecteurs singuliers capables, quand je les envoie, de me donner juste leur retournée de l'autre côté. Et en fait, si vous faites un tout petit calcul, c'est très facile à faire, vous trouvez la chose suivante. Si vous avez une barrette, excusez-moi, je cherche ma flèche, si j'ai une barrette de hauteur d qui focalise à une distance f, eh bien, si je m'amuse à regarder quels sont les vecteurs singuliers, ce ne sont pas les ondes planes, mais c'est la somme de deux bouts d'ondes planes. Une onde plane que vous voyez comme ça, et une onde plane comme ça. Quand elles partent, si elles parcourent la distance f, quand elles arrivent de l'autre côté, hop, elles se sont retournées comme des crêpes. Vous avez juste obtenu le conjugué. Et si maintenant vous retournez temporellement ça une fois, quand ça va revenir, hop, vous allez retrouver votre signal de départ. Et si vous vous posez la question, j'ai combien d'angles possibles que je peux émettre? Eh bien, le nombre d'angles que vous avez dépend en fait de la formule de la théorie de la diffraction très standard qui vous dit que la taille de la tâche focale d'un instrument dépend de lambda f sur d. Et cette taille de la tâche focale dépend en fait de cet angle qui est là, le sinus de cet angle qui est là, ou la tangente de cet angle qui est là. Et en fait, si vous regardez quel est le nombre de valeurs singulières que vous pouvez obtenir, c'est-à-dire le nombre d'angles orthogonaux les uns aux autres que vous pouvez créer, en fait, c'est la même chose que le nombre de tâches focales que vous pouvez obtenir en émettant avec cette barrette le nombre de tâches focales indépendantes que vous pouvez obtenir de l'autre côté. Et si vous avez par exemple une barrette d'ouverture D, la taille de la tâche focale, c'est lambda f sur d dans ce plan. Et si vous avez grand D ici, si vous comptez le nombre de tâches focales qui font lambda f sur d dans grand D, vous trouvez d carré sur lambda f. Et si vous regardez, vous trouverez que le nombre de canaux indépendants que vous avez, c'est le nombre de tâches focales. Et ça, c'est un théorème assez magique, assez puissant, qui vous dit qu'il existe une base de vecteurs singuliers que vous pouvez envoyer. Cette base de vecteurs singuliers se conserve dans l'opération, et le nombre de ces vecteurs singuliers, c'est-à-dire le nombre de canaux indépendants de communication, parce que ça sert en théorie de la communication, cet algorithme, cette idée, c'est en fait le nombre de tâches focales que vous pouvez générer à partir de ce réseau vers l'autre réseau. Et quand vous avez compris ça, vous comprenez la différence entre un filtre inverse et un filtre adapté. Si vous avez un filtre inverse, imaginez que vous ayez trouvé un certain nombre de tâches focales d'un plan à l'autre plan. Si vous regardez, vous fixez un objectif. Vous voulez fabriquer une fonction f dans le plan focal. Et vous essayez de préparer votre système pour qu'il fabrique la fonction f dans le plan focal.
Et donc, vous préparez votre fonction, et qu'est-ce que vous faites émettre? Vous faites émettre h-1 qui passe à travers h, et vous vous êtes fixé comme but f. Et vous espérez que votre but sera accompli. Et en fait, votre but, quand vous faites h-1, c'est que comme vous avez multiplié la diagonale par son inverse, vous allez avoir des 1 partout. Et qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez que la tâche focale, quand vous faites un filtre inverse, ce n'est pas du retournement temporel, mais la tâche focale que vous obtenez dans le plan focal, c'est la projection de votre objectif. Mon objectif, c'était de créer, par exemple, une singularité dans le plan focal. Je ne vais pas y arriver parce que j'ai une longueur d'onde. Et la tâche focale, en fait, que j'obtiens, ce sera la projection de mon objectif sur la base de tous les vecteurs propres ou les vecteurs singuliers de ma matrice de propagation. Si j'en ai 18, ils ont chacun des fréquences spatiales d'oscillation plus ou moins grandes, suivant les angles sur lesquels ils tapent. Et je vais décomposer mon objectif sur 25 ou 18 sinusoïdes de 18 fréquences spatiales différentes. Et j'aurai ma tâche focale. Ça, c'est quand je fais un filtre inverse. Ce sera pas mal. Je n'obtiendrai pas un Dirac, mais j'obtiendrai une tâche focale qui fera lambda f sur d, mais qui sera belle. Quand je fais du retournement temporel, je multiplie par h, non pas h-1, mais h dag, h adjoint. Et là, au lieu d'avoir des 1 partout, je vais avoir des lambda 1 au carré, des lambda j au carré. Et mes lambdas ne sont pas tous égaux à 1. Si tous mes lambdas étaient égaux à 1, alors le retournement temporel serait la même chose qu'un filtre inverse. Mais habituellement, rien ne me permet de dire, quand je prends l'opérateur ici, qui est l'opérateur de retournement temporel, qu'il est un opérateur identité, parce que justement, si j'ai de la dissipation dans mon milieu, si je n'ai pas assez de transducteurs, ce ne sera pas un opérateur parfait. Et donc, entre le filtre inverse qui essaye de forcer les choses et le retournement temporel qui fait juste une opération très simple, il y a une différence. Et si je regarde, par exemple, juste un milieu homogène, un réseau et un réseau de points de réception, si je m'amuse à regarder, en fait, le nombre de valeurs singulières en fonction de la fréquence, je trouve une formule ici, par exemple, à une certaine fréquence, je trouve que j'ai 43 valeurs singulières pour cet opérateur. Et comme mes transducteurs ne sont pas des points, en fait, au lieu d'avoir toutes mes valeurs singulières qui vaudraient 1, elles sont aussi abîmées par le diagramme de directivité de tous mes transducteurs. Mais je vois que j'ai 43 valeurs singulières qui ont de l'intérêt. Au-delà, j'ai des valeurs de bruit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est un milieu homogène, mais si vous avez mis, et ça je ne vous l'ai pas montré là, mais si j'avais mis les milliers de tiges que je vous ai montrées dans les manips de diffusion multiple, qui font que les tâches focales deviennent beaucoup plus fines en présence de diffusion multiple, au lieu d'avoir 40 valeurs propres, j'aurais 40 valeurs singulières fortes, hop, j'aurai des valeurs singulières qui iront jusqu'au bout, parce que je pourrais créer beaucoup plus de tâches focales indépendantes. Et donc, il y a toute une terminologie sur cet opérateur H, sur ces valeurs singulières, qui vous dit quel est le nombre de voies indépendantes que vous pouvez créer dans votre milieu. C'est une base sur laquelle vous pouvez décomposer votre champ. Si vous faites que du filtre inverse, vous pouvez obtenir le meilleur champ projeté sur cette base. Si vous faites du retournement temporel, vous obtiendrez ce même champ, mais projeté sur la base, mais avec des facteurs de pondération qui sont les carrés des valeurs propres. Et donc, ça peut de temps en temps ne pas être très beau. Et donc, à vous de voir. Et c'est là qu'on peut faire mieux. Et ça, c'est quelque chose de très joli que Gabriel Montaldo a fait au labo et qui était vraiment magnifique. L'idée qui nous intéressait, c'était en particulier pour le cerveau, pour le crâne, comment focaliser à travers la boîte crânienne qui souvent dissipe de l'énergie pour les ultrasons. C'est-à-dire, l'opérateur crâne n'est pas une boîte non dissipative. Elle contient de la dissipation. Et il n'y a pas que là, il y a pas mal d'organes où il y a un peu de dissipation. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut chauffer les organes par ultrasons. S'il n'y avait pas de dissipation, jamais on pourrait les faire chauffer. Donc, aucun organe n'est parfaitement non dissipatif. Et donc, l'idée de Gabriel était très belle, était la suivante. On part d'un point unique qui envoie son clic. On mesure à travers un aberrateur qui peut être pourri et qui contient de la dissipation. On mesure le front qui arrive. Il peut être complètement atténué ici parce qu'il y a eu beaucoup de dissipation sur ces chemins. On le retourne temporellement, il redonne une tâche focale, il refocalise. Pourquoi ? Parce que c'est un filtre adapté. Un filtre adapté donne toujours le max du signal au bon temps et spatialement aussi, il y aura une petite focalisation. Mais on a un pic, mais autour du pic, on a des lobes. Et ces lobes peuvent être énormes.
ils ne seront jamais aussi grands que le pic, mais ils peuvent être très grands s'il y a beaucoup de dissipation. Et question, peut-on faire un filtre inverse? Alors on peut aussi apprendre entre ce réseau et un deuxième réseau qu'on met là, on peut apprendre toutes les réponses et calculer H-1. Mais maintenant, ce que Gabriel a fait, c'est très joli. C'est une manip entièrement analogique, qui est la manip suivante. On a deux barrettes de transducteurs qui se parlent entre eux. Ça peut être deux réseaux d'antennes dans le domaine électromagnétique, des antennes micro-ondes qui sont situées quelque part et quelque part ailleurs. On appelle ça du MIMO, Multiple Input, Multiple Output. On a deux barrettes qui se causent. Et qu'est-ce qu'on fait? On envoie d'une barrette un signal juste d'un élément. Alors, je cherche toujours mon petit pointeur. Et on prend seulement cet élément. Donc, mon idéal dans la vie, c'est de focaliser plus tard, de trouver à droite ce qu'il faut émettre pour focaliser que sur cet élément. Donc, je commence par envoyer de cet élément un petit signal que j'appelle O de moins T. Bon, c'est un petit signal temporel que j'envoie. Je l'envoie à travers cet aberrateur qui, malheureusement, dissipe en chaleur. Et je capte ce signal E de T. Ça, c'est mon signal à travers la matrice H. Qu'est-ce que je fais? Je retourne temporellement ce signal, je le renvoie. Donc, je le retourne, il revient. Mais maintenant, comme j'ai une barrette ici, je peux regarder ce que je reçois. Et je reçois ce que je voulais avoir, c'est-à-dire O de T, un signal concentré au point de départ, mais je reçois des lobes qui s'étalent dans l'espace et dans le temps, qui peuvent baver beaucoup. Ici, j'ai envoyé un signal bref et j'ai ces lobes. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux, dans ce plan, faire la différence entre mon objectif et ce que je reçois. Et je calcule la fonction différence. Et cette fonction différence, qu'est-ce que je fais? Je la réémets en direct à travers le même aberrateur. Et donc, quand elle arrive de l'autre côté, elle me donne un nouveau signal que je vais retourner temporellement. Si je retourne temporellement la fonction différence, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me donner, en gros, ce que j'ai émis plus des lobes. C'est-à-dire que vous allez retrouver un peu vos deux patates que vous avez émises, plus d'autres petits signaux, parce que, de toutes les façons, ce n'était pas un bon filtre inverse. Et là, ce que vous allez faire, c'est dire maintenant, au lieu de réémettre E de moins T, je vais remettre E de moins T moins C de moins T. C'est-à-dire que je vais essayer de casser ce gros lobe pour n'avoir que des lobes de valeur plus petite. Et vous faites ça, et vous émettez ça. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous recréer le point de départ, mais avec maintenant, ici, on a mis 4 petits lobes, mais moins forts. Et vous continuez à faire ce processus de façon itérative. Vous prenez et vous enchaînez. Et vous faites plusieurs passes comme ça, et vous allez former des signaux spatio-temporels de plus en plus complexes dans ce plan, et vous allez atteindre à la fin votre objectif. Et même s'il y a eu de la dissipation dans le milieu, et votre objectif, c'est avoir atteint un filtre inverse de la propagation. Et donc, on peut faire ça d'ailleurs, c'est spectaculaire comme ça marche. Mettez ici un fantôme très absorbant, faites la manip, faites un retournement temporel entre un point source et le réseau. Vous refocalisez bien au point source, mais vous avez des lobes assez forts. Ça, c'est la première itération. Et puis maintenant, en boucle, on fait 10 petites itérations, on en fait 20, on en fait 30, et on en fait 30, et on voit là, ça c'est juste la forme spatiale du faisceau, ça vous donne le max du faisceau au temps focal. On voit qu'au bout de 30 itérations, le système a appris à focaliser au même point, mais avec un niveau de lobe bien plus petit. Par contre, on n'a plus fait un filtre adapté, on a fait un filtre inverse. Et n'oubliez pas que le filtre adapté est celui qui donne le pic le plus fort pour une énergie donnée. Un filtre adapté, c'est le mieux pour envoyer la pêche la plus forte, l'onde de choc la plus forte à un temps donné. Là, vous aurez moins de puissance en ce point, mais par contre, vous aurez fabriqué une forme qui ressemble plus à votre objectif, limité évidemment par les fréquences spatiales que la propagation vous permet d'avoir. Mais vous pouvez comme ça rattraper des milieux dissipatifs et aberrateurs très compliqués. Et vous pouvez le faire non seulement spatialement, mais spatio-temporellement. C'est-à-dire, si au départ, vous partez d'un signal bref, vous l'envoyez, il passe dans votre aberrateur, il se dissipe, il se déforme dans l'espace et dans le temps. Si vous retournez temporellement tout ça, ça revient au point de départ, mais spatio-temporellement, ce n'est pas joli. Mais vous pouvez, comme vous vous donnez un gabarit spatio-temporel, apprendre en quelques itérations à faire une super focalisation spatio-temporelle. Alors, ça peut aller très vite, ça peut se faire très vite. C'est très intéressant pour la télécommunication, par exemple, à haut débit entre deux réseaux d'antennes, parce que vous pouvez apprendre à vous faire des canaux spécifiques, même s'il y a des aberrateurs énormes et même s'il y a beaucoup de dissipation. Mais
ça prend du temps et ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a des tas de manips où faire juste un retournement temporel suffit parce que de toutes les façons, il vous garantit le plus grand pic au point de départ. Alors juste, bon ça c'est un autre exemple. Le retournement temporel au début sur le milieu avait la loi de focalisation cylindrique était particulièrement moche. Elle n'allait même pas au point où on voulait. Le retournement temporel focalisait. Et puis, le filtre inverse, calculé directement par un filtre inverse. Le filtre inverse, on peut soit le calculer soi-même. On enregistre toutes les réponses et après, on fabrique le filtre inverse. Mais c'est toujours dur de faire un filtre inverse parce qu'il faut faire dans la SVD, il faut arrêter les valeurs singulières jusqu'à une valeur significative pour ne pas rentrer dans le bruit. Et ce n'est pas facile de savoir comment arrêter par rapport au bruit ambiant dans la manip. Ici, le filtre inverse se fait tout seul par les itérations de retournement temporel. Et ici, quand vous regardez ce que donne le filtre inverse ou ce que donne le retournement temporel itératif à la sauce Gabriel-Montaldo, il vous donne la même chose, si ce n'est mieux d'ailleurs, là. C'est-à-dire, et sans que vous posiez de questions, oh, je mesure ma matrice, oh, à chaque fréquence, je regarde, où est-ce que j'arrête mes valeurs propres. Le système apprend à vous créer l'objectif au mieux, évidemment, des fréquences spatiales qu'il a à sa disposition. Alors, ça, juste une chose pour conclure là-dessus. Le retournement temporel, l'opérateur, c'est H adjoint. Cet opérateur, quand on le diagonalise, il y a des valeurs propres, les lambda i carré. Ces lambda i carré peuvent avoir, si vous avez un milieu où il y a des pertes, les lambda i carré, au lieu d'être tous égaux, vont être comme ça. Un filtre inverse, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fabrique un opérateur qui vaut l'identité, c'est-à-dire jusqu'à toutes les valeurs singulières significatives, il doit vous donner 1, c'est-à-dire le filtre inverse doit vous donner 1. Et quand on fait les itérations que j'ai décrites là, c'est comme si vous faites des matrices les unes derrière les autres. Vous émettez, vous passez, vous retournez, vous conjuguez, vous faites l'erreur, vous soustrayez, et hop, hop. Et si vous continuez, vous démontrez en fait que la méthode itérative apprend à vous faire physiquement, sans passer par du calcul mathématique, physiquement à vous fabriquer un filtre inverse. Bon, alors, le filtre inverse, c'est très beau, mais ce n'est pas toujours le plus important. Hein. Souvent, on cherche plutôt à détruire, avoir le pic le plus fort, et on n'a pas toujours besoin d'un filtre inverse. Mais le filtre inverse, c'est quand on a un objectif, c'est de ne pas avoir trop de lobes. Voilà. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais terminer en introduisant le topo de Michel Campillo. Alors, juste une chose. Dans le cerveau, dans le crâne, on a des aberrations. On a aussi de la dissipation. Et on a plus de dissipation là où le crâne est épais. Parce que vous savez, le crâne est fait de 3 couches. Il y a une couche dure à l'extérieur, une couche dure à l'intérieur, et au milieu, il y a ce qui s'appelle la diploé. Et la diploé, c'est une couche absorbante. C'est une couche poreuse. Et par définition, c'est là pour amortir les chocs quand on vous donne un coup de poing, pour éviter qu'il y ait des ondes de choc trop fortes. Et donc, on sait que le crâne est un milieu dissipatif, y compris dans la bande passante autour de 1 MHz à laquelle on travaille. Donc, au début, comme on était des puristes, on a dit on va rattraper exactement la maison crâne et on va apprendre à faire un filtre inverse dans le crâne. Et on a appris en mettant un crâne, 2 barrettes, évidemment ce n'est pas facile, il faut mettre une barrette à l'intérieur du crâne et une à l'extérieur. Mais bon, on peut le faire en mettant 2 barrettes de part et d'autre des 2 crânes et faire l'hypothèse que les 2 crânes sont assez symétriques. Et on a appris à trouver les codes, soit pour émettre les retournées temporelles de points qui seraient dans le cerveau, soit pour émettre non pas les retournées temporelles, mais les filtres inverses de ces points. Et on s'est rendu compte que l'effort qu'on fait pour rattraper par filtre inverse tous les problèmes était un effort dérisoire. C'est-à-dire qu'on se complexifie la vie de façon énorme, mais comme le faisceau qu'on crée, c'est le carré de la pression qui va vous donner l'élévation de chaleur, même si on a des lobes, du moment que les lobes sont pas trop fort et que leur carré des lobes n'est pas trop fort et on a calculé la dissipation de chaleur que ça crée, on s'est rendu compte que la meilleure solution pour le cerveau, pour avoir pas mal d'énergie dans un point focal du cerveau, c'était pas le filtre inverse était mieux pour la forme, mais pour l'efficacité, c'était le filtre adapté. Et c'était le filtre, donc le retournement temporel. Et le filtre inverse, il a un défaut, c'est que si vous passez par une zone où il y a beaucoup d'absorption, les faisceaux qui passent par la zone très absorbée sont très faibles. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, le filtre inverse? Il va calculer pour renforcer ce qui va passer par la zone très absorbée, puisqu'il faut qu'il remette
tous les signaux qui ont été très absorbés, il faut qu'il leur redonne du muscle. Et pour ça, il va renvoyer un signal ultra fort dans la zone la plus absorbante. Résultat, ça va cuire le crâne du bonhomme. Et donc, on s'est rendu compte que si on essayait un filtre inverse, si on faisait le bilan tâche focale plus niveau de cuisson du crâne, eh bien, là, on était très efficace. Et comme on ne veut pas dépasser une température de 40 degrés dans le crâne, lorsqu'en même temps on obtient 65 degrés à l'intérieur du cerveau, ce qui suffit à nécroser les tissus, eh bien, la meilleure solution, c'est le retournement temporel. Bon, ce n'était pas évident, hein. On a beaucoup optimisé, calculé et vu ça. Et maintenant, juste au passage, je ne vous ai pas montré les résultats que Michael Tanter et Jean-François Aubry ont obtenus il y a 2 semaines au Kremlin-Bicêtre sur la nouvelle machine de retournement temporel à travers des crânes. Bon, ils vont passer sur des têtes d'hommes dans quelques semaines, mais disons, ils ont d'abord refait... Et on obtient des tâches focales remarquables derrière les crânes, quoi, excessivement précises. Bon, alors, ça, c'était mon petit couplet sur filtre inverse, filtre adapté. Alors, juste une chose quand même. Pourquoi le retournement temporel est toujours bon, finalement, et toujours intéressant? Parce que c'est toujours un filtre adapté. Et un filtre adapté, même s'il y a de l'absorption, ça donne quand même le plus beau pic à l'endroit qu'on veut. Maintenant, il y a les lobes. À vous de savoir jusqu'où vous êtes chatouilleux pour les lobes. Bon, et ça, c'est important aussi pour comprendre même pourquoi le retournement temporel marche bien, même en électromagnétisme, quand vous avez des forêts de fils métalliques dans lesquels il y a de l'effet Joule, et quand vous regardez la solution retournée temporelle, si un fil émet au milieu d'autres fils, si vous captez, si vous retournez et si vous tenez compte de toutes les pertes qu'il y a, eh bien, le retournement temporel, étant un filtre adapté, c'est un super focaliseur. Alors peut-être les lobes ne seront pas parfaits, il y aura peut-être des petits lobes qui vont grimpouiller, mais pour beaucoup d'applications, c'est très bien. Et alors si après vous voulez faire la chasse aux lobes, il faut aller vers le filtre inverse. Bon, alors maintenant, je vais terminer sur quelque chose de très joli, qui est l'introduction au topo de Michel. J'ai encore 10 bonnes minutes que Michel me laisse pour expliquer ça. Vous vous rappelez que le retournement temporel, c'est un corrélateur. Et si on fait un retournement temporel à un transducteur, ce que j'appelais One Channel Time Reversal Mirror, un transducteur positionné en RI, qu'est-ce qu'on fait? On a une source qui émet un clic, le point RI reçoit le signal, donc on reçoit la fonction de Green de R0 reçue en RI. Oui, là j'ai un petit problème d'organisation de mes slides, mais ce n'est pas grave. Quand on reçoit en RI, on reçoit G de RI R0, virgule T. On retourne temporellement, donc on réémet G de RI R0, virgule moins T. Et puis maintenant, si on réémet un point d'observation en R, qu'est-ce qu'il reçoit? Eh bien, ça convolué par G de RI R. Et puis il y avait le D sur DT que j'avais expliqué dans mon topo. Ce D sur DT intervenait du fait que j'avais DG sur DN et que ça me ramenait du JK, qui me ramenait du J oméga, etc. Bon. Donc, un retournement temporel à un point vous donne ça. Maintenant, quand vous voyez cet opérateur qui est là, cet opérateur ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la fonction de corrélation. Si vous mettez une source, maintenant ici j'avais un miroir hautement temporel, maintenant j'oublie, c'est plus un miroir, c'est une source. En RI, je mets un Dirac, une source qui met juste un clic. Au point R0, j'observe la fonction de Green entre RI et R0. Au point R, j'observe la fonction de Green entre RI et R. Et si je veux corréler ces deux fonctions de Green, je fabrique l'outil G de RI R convolué par G de RI R0 avec un moins T. Quand je mets une intercorrélation, il faut mettre sur un des deux un moins T. Donc je vois que la corrélation des champs mesurés entre R0 et R, deux personnes qui s'interrogent sur les champs qu'ils ont reçus, venant du point RI, c'est pratiquement le même opérateur que ce que donne le retournement temporel au point R quand j'ai une source en R0 et que mon miroir était en RI, à une dérivée temporelle près. Bon, alors, maintenant, imaginez que le point RI n'émette pas un Dirac, mais que le point RI émette du bruit. C'est un problème nouveau. Maintenant, finalement, le retournement temporel a disparu de la circulation, mais en fait, il est caché derrière tout ça. Si j'émets du bruit, le point RI émet du bruit, et si je prends un bruit blanc, alors, bon, on verra pourquoi il est blanc après, pourquoi c'est utile qu'il soit blanc. Le point R0 reçoit un bruit, le point R reçoit un bruit. Chacun des deux se cause et dit « Qu'est-ce que tu as reçu ?» Moi, j'ai reçu un bruit, chacun a reçu un bruit. Il y avait en vérité une seule source de bruit au point RI. Et
ils peuvent faire leur corrélation entre eux, ils vont comparer leurs deux bruits. Et s'ils font leur corrélation, chacun compare G de RRI convolué par le bruit qui venait du point N et l'autre convolué par le bruit, mais avec un moins T parce que j'avais un moins là. Et si j'ai pris un bruit blanc, si N de T convolué par N de moins T est un Dirac, eh bien, si je regarde le résultat de ma corrélation, entre deux bruits me donne, en fait, à une dérivée temporelle près, le même résultat que donne une expérience de retournement temporel conduite avec un miroir à retournement temporel fait d'un transducteur. Donc ici, pour ces deux personnes qui écoutent les bruits, s'ils les corrèlent, ils trouvent quasiment la même chose que si j'avais fait une expérience où je n'avais pas une source, mais où j'avais un miroir à retournement temporel qui fait sa petite gymnastique. Alors ça, c'est quand j'avais une source au point RI. Mais maintenant, imaginez que vous ayez beaucoup de sources, c'est-à-dire que vous ayez un bruit qui vient non pas d'un point, mais de beaucoup de points dans l'espace. Non pas que du point RI, mais... Alors, RI envoie un bruit. Et puis un autre point envoie un autre bruit complètement décorrélé. Un autre point envoie encore un autre bruit, un autre point. Et tous ces points qui occupent l'espace dans une zone, ça peut être le bruit de la mer qui tape les côtes de Californie, ça peut être le bruit de microséismes créés un peu partout. Si ces bruits sont tous produits en même temps, de façon décorrélée, c'est-à-dire qu'il y a une décorrélation spatio-temporelle entre tous ces bruits, ils sont incohérents dans l'espace et dans le temps. Si, en même temps, les observateurs en R0 et en R reçoivent les signaux, eh bien, tout ce que j'ai raconté est vrai. On a l'équivalent de ce que donnerait une expérience de retournement temporel, mais pas à un miroir à retournement temporel formé d'un transducteur, comme là j'avais qu'un miroir, mais maintenant c'est comme si j'avais un miroir à retournement temporel formé non pas d'un transducteur, mais énorme, un miroir formé qui aurait la taille de toutes les sources de bruit. Et si j'ai des bruits en plus qui arrivent de tous les côtés à la fois de mon milieu, je peux cerner deux points par du bruit qui vient de toutes les directions de l'espace. Eh bien, c'est comme si j'avais mis R0 et R au milieu d'une cavité à retournement temporel, que R0 avait envoyé son propre signal et que RI et qu'on regardait ce qu'on a en R. Et c'est la même chose mathématiquement. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Michel Campillo, ça veut dire que quand vous mesurez les corrélations entre deux points, en écoutant les bruits qui vont durer pendant 24 heures, par exemple, créés par la Terre, ou les bruits, ou différents types de bruits, si vous mesurez les corrélations, si vous faites la dérivée temporelle des corrélations entre le point R0 et R, vous devez trouver la même chose que ce que donne la tâche focale du retournement temporel, qui vous donne la différence entre la fonction de Green avancée, entre R et R0, et la fonction de Green retardée entre R et R0. Et si vous faites ça, ça marche. Et là, c'était une conjecture que Claerbout, un sismicien très connu, avait fait il y a déjà, je crois en 1976, qu'en mesurant les corrélations entre les bruits, on pouvait retrouver quelque part les fonctions de Green entre les points. Et ça, Michel Campillo l'a poussé pour utiliser le bruit terrestre. Ça a été poussé en héliosismologie aussi. Le bruit qui existe au sein du Soleil est très intense, il est dû à la convection. Et quand on observe avec un télescope Doppler les mouvements du Soleil en tous les points, c'est comme si on avait à peu près 1 million de microphones à la surface du Soleil. Et lorsqu'on regarde les corrélations entre tous ces bruits qui viennent de l'intérieur du Soleil, en mesurant les corrélations, on retrouve les fonctions de Green entre les points du Soleil et on peut reconstruire l'intérieur du Soleil. C'est magnifique, c'est ce qui s'appelle l'héliosismologie locale. En géophysique, c'est très révolutionnaire et vous verrez ce que Michel va vous montrer. Et ça peut se démontrer aussi en ultrasons. Et en fait, ce qui a relancé l'intérêt de ça, c'est une très belle manip de Richard Weaver que je vais vous montrer qui est complètement dingue. Il a eu l'idée de prendre un bloc, je crois, de cuivre. C'était du cuivre, hein, non, je ne sais plus. Ou d'aluminium, excuse-moi. D'aluminium. Et il a posé 2 transducteurs piézoélectriques dessus. Et il n'a pas créé de bruit. Mais le fait qu'à température ambiante, il y a un bruit de phonons, vous générez plein de phonons, qu'est-ce qu'il a fait ? Ce bruit est très très faible, mais les transducteurs piézoélectriques sont super sensibles. Ils sont sensibles à des dixièmes d'angstrom de mouvement. Ils ont tout simplement, dans le bruit ambiant, à température ambiante, comparé les bruits qui sortaient du transducteur piézoélectrique au point A et d'un transducteur piézoélectrique au point B. Et ils les ont corrélés pendant 24 heures, ou je ne sais pas combien de temps. Et en faisant la corrélation, qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé que la corrélation donnait
en fait, la fonction de Green entre le point A et B, c'est comme si le point A émettait et que ça allait vers le point B, mais symétrique, c'est-à-dire comme si on émettait la fonction de Green causale moins la fonction de Green anticausale. Et à partir de ça, on peut retrouver les fonctions de Green, c'est-à-dire que si on veut faire de l'imagerie, on n'est pas obligé de faire émettre le point A physiquement un signal pour écouter au point B ce qui revient, pour avoir une idée des chemins. Il suffit d'écouter les bruits, s'il y a du bruit, évidemment, là c'est le bruit thermique, et il y a ça. Et puis, j'arrêterai là parce que Michel va vous montrer comment ce concept peut se généraliser. Là, ici, je parle de signaux de pression, mais en fait, vous avez des signaux en régime élastique où il y a 3 composantes, et donc vous pouvez mesurer les corrélations des bruits qui se déplacent suivant les différents axes. Vous pouvez remonter à des fonctions de corrélation très compliquées du milieu, et vous pouvez apprendre énormément de choses. Alors, tout ça, c'est quelque chose d'universel. Tout est caché derrière ce que j'appelle le théorème de la Time Reversal Formula, la formule du retournement temporel. On n'est pas obligé de passer par le biais du retournement temporel pour comprendre les corrélations de bruit, mais quelque part, ça les éclaire de façon extrêmement intéressante. Par exemple, si votre source de bruit ne vient que d'une direction de l'espace, au lieu de venir de toutes les directions, au lieu de faire une cavité à retournement temporel qui entoure le milieu et qui vous donnera une tâche focale bien symétrique, parce que vous aurez une onde rentrante et une onde sortante, si votre source de bruit n'est que localisée dans une direction de l'espace, eh bien, vous vous attendez à ce que, quand vous allez faire votre manip de retournement temporel, eh bien, il n'y aura pas une onde sphérique complète positive, moins l'onde négative, mais il n'y aura qu'une portion. Et en n'ayant que des portions, vous allez avoir des signaux dissymétriques et vous pouvez apprendre plein de choses sur vos sources de bruit. Mais en fait, ça donne un outil assez universel. Ça montre qu'il y a, je dirais, pour moi, la formule un peu clé de tout. Je la résumerai quand même, bien qu'elle paraisse barbare, c'est cette formule qui est là. Cette formule, elle contient tout, elle vous dit toutes les limites d'une expérience de retournement temporel. Quelque part, elle vous aide à comprendre le problème de la super-résolution, parce qu'elle vous dit que la tâche focale, c'est souvent égal à la demi-longueur d'onde, mais que si vous avez un milieu très compliqué, les fonctions de Green sont très compliquées. Et en même temps, cette même formule vous permet de retrouver, dans sa variante temporelle, tous les aspects des corrélations de bruit, comment faire de l'image et de l'imagerie à partir de ça. Voilà, donc merci. Je peux répondre à certaines questions, et puis Michel, après, va détailler toute cette partie dans l'aspect sismique.